Bonjour à tous, ou rebonjour à tous si vous étiez là à la conférence précédente. Aujourd'hui, pour cette conférence, nous allons toucher à l'un des nombreux domaines du développement moderne. Vous connaissez souvent le mouvement DevOps avec l'intégration continue, la conteneurisation. Enfin bref, vous connaissez tout ce qui fait des équipes de développement modernes. Et il y a un sujet que l'on retrouve aussi régulièrement, c'est le sujet de la télémétrie. C'est un sujet qui a évolué tant au niveau des technologies que de la portée d'une année à une autre. Et aujourd'hui, vous allez avoir une introduction à un petit outil qui va vous être présenté. Vous allez voir, il est quand même pas mal. Et vous allez l'avoir présenté sous le point de vue d'un développeur. Ça tombe bien pour le Développeur Festival. Donc, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Nicolas Frankel pour une introduction pratique à OpenTelemetry pour les développeurs. Bonjour à tous. Oui, non. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce talk. Je suis très content d'être là. C'est la première fois que je viens à Nantes, et donc c'est pour le DevFest. D'ailleurs, hier, j'ai pu résoudre une question qui m'occupe depuis longtemps l'esprit. Est-ce que Nantes, c'est en Bretagne? Donc, qui pense que Nantes est en Bretagne? Qui pense que Nantes n'est pas en Bretagne? Ah ouais, c'est quand même... C'est la question quand même. Hein. Au vu du climat, hier, je pense que Nantes est en Bretagne. Je m'appelle Nicolas Frankel. Pendant très longtemps, j'ai occupé plusieurs postes techniques dans des projets. Il y a 6 ans, j'ai décidé que j'en avais assez des projets avec des project managers qui n'étaient pas toujours très bien, avec des clients qui n'étaient pas toujours très bien. Bref, si vous êtes consultant, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, je suis développeur advocate et donc je suis payé pour venir sur scène, boire des bières et rencontrer des gens. Très beau métier. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai de l'expérience, pardon. Et à ce titre, quand j'ai commencé à travailler, on ne parlait pas d'observabilité, on parlait de monitoring. C'était quoi le monitoring? C'était une bande de gars, de gars, à l'époque il n'y avait pas de filles, que des gars, qui étaient assis devant un écran, un gros mur d'écran, et qui attendaient toute la journée de voir que sur leur dashboard, il y a un truc qui se passait. À ce moment-là, ils intervenaient. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu le plaisir de visiter l'Unédic DPI, donc le centre de production de l'Unédic, qui, à l'époque, s'enorgueillissait d'avoir le plus grand mur d'écran de France. Donc ça, c'était vraiment l'état de l'art à l'époque. Le problème, c'est que les systèmes sont devenus de plus en plus distribués. Vous notez que je n'utilise pas le mot microservice. Déjà parce que je pense que la plupart des gens ne font pas de microservices et que ceux qui font des microservices ne le font pas à très bon escient, on va dire. Il se trouve quand même que, qu'on le veuille ou non, les systèmes sont de plus en plus distribués et des gens qui sont toute la journée devant un mur d'écran à regarder un dashboard, ça ne fonctionne pas. Donc nous sommes arrivés avec la notion d'observabilité. Je suis un grand fan des définitions Wikipédia. La plupart du temps, ça marche plutôt bien. Je vous laisse la lire et on verra que celle-là, elle marche pas tout à fait comme il faut. Je suis désolé, j'ai eu la faiblesse de laisser toutes mes slides en anglais. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, la définition Wikipédia parle de logging et de tracing, mais en fait, les 3 piliers de l'observabilité, c'est d'abord les métriques, puis le logging, puis le tracing. Cette présentation, en tout cas la partie démonstration, se fera uniquement sur le tracing, parce que c'est, je pense, vraiment ce qui manque le plus dans nos systèmes distribués. Mais j'ai quand même quelques slides pour décrire et vous faire réfléchir sur les métriques et le logging. Les métriques, c'était ces gens qui regardaient leur dashboard. On avait des beaux dashboards avec des métriques. Donc je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont des métriques. Elles les collectent, elles les affichent sans aucun problème. Qui aujourd'hui ne fait pas de métriques?
Ah, non. Une personne, ok, il faut qu'on discute. Mon seul conseil que j'ai pour vous, c'est arrêter de regarder, enfin, continuer à regarder la consommation mémoire, la consommation disquette, etc., mais essayer de donner à votre métier des métriques d'un peu plus haut niveau pour que, quand vous demandiez du budget, ils comprennent que potentiellement, ça peut aussi les intéresser. Parce que si vous parlez au métier, vous leur dites « Ah ouais, hier, on a eu 45% d'utilisation de la mémoire », ça ne les intéresse pas beaucoup. Par contre, hier, on a eu, je ne sais pas, 10 000 requêtes avec un statut HTTP 500 ou 404 ou 400. Ça peut déjà plus les intéresser. Le mieux étant, bien sûr, hier, on a eu 10 000 commandes sur cette API-là. Le logging est un petit peu plus intéressant parce qu'en fait, ça a beaucoup changé par rapport à quand j'ai commencé. Les logs, qui aime faire des logs? Qui aime écrire ses logs en tant que développeur? Tant que ça, vraiment, c'est bien. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pénible. Et même si certains d'entre vous aiment écrire des logs, ce n'est pas le cas des membres de votre équipe, vraisemblablement. Donc, quand j'étais un jeune ingénieur, moi j'ai fait du Java, je me suis dit, je vais être plus intelligent, je vais faire un logging agent. Donc, qui est développeur sur la JVM? Juste pour savoir. Ok, quand même une bonne moitié. Donc, un agent, ça permet de modifier l'exécution du code au runtime sur une JVM. Donc, je m'étais dit, je vais créer un agent Java qui va loguer les paramètres d'entrée d'une méthode et la valeur de retour. Et comme ça, les gens qui ne veulent pas faire de log ou qui ne savent pas faire des logs ou qui font des mauvaises logs, ils n'auront rien à faire et j'aurai des magnifiques logs. À ceci près que, bien sûr, quand on log tous les paramètres d'entrée, on peut loguer les passwords, ce qui est une excellente idée à la fin. Donc malheureusement, les logs automatiques, alors peut-être dans l'ère de l'IA, on aura des logs automatiques, mais aujourd'hui, il faut tout faire à la main. Donc quand vous faites votre revue de code, prêtez non seulement attention au beau code, aux algorithmes, à la performance, etc., mais prêtez aussi attention à la bonne information qui est loguée ou au manque d'information qui n'est pas loguée dans votre code. Le format de logging, de la même manière, quand j'ai commencé à travailler, il y avait un problème sur un serveur. On venait, on se loguait sur le serveur, on allait consulter les fichiers de log, on comprenait ce qui se passait, ça pouvait prendre du temps, et hop, ça fonctionnait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plusieurs machines qui peuvent fournir ces logs. On ne sait pas quelle machine on va devoir se loguer là où l'erreur est apparue. Et encore pire, si vous utilisez des conteneurs, la machine qui a créé les logs, elle existe peut-être déjà plus. C'est un peu plus compliqué pour se loguer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a des systèmes de logs centralisés. On va faire du push ou du pull, j'en parlerai juste après. Et derrière, on va avoir nos logs à un seul endroit. Pour avoir un seul endroit, il va falloir les stocker. Pour les stocker, il va falloir les parser pour pouvoir les indexer, pour pouvoir faire de la recherche. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une log, on va la groquer pour en faire du JSON, et puis derrière, on va avoir un composant qui va indexer et le stocker. La question que je me pose depuis un moment, c'est pourquoi est-ce qu'on ne crée pas directement la log au format JSON? Parce que ce groq, typiquement dans la stack Elasticsearch, il y a un composant qui est dédié, ça rend l'architecture plus compliquée, donc plus fragile, ça consomme des ressources, et à la fin, de toute manière, on est obligé de stocker en JSON. Mon conseil, produisez directement vos logs en JSON. C'est beaucoup plus simple. Encore une fois, quand j'étais jeune, une des règles, c'était ne jamais loguer sur la console. Il nous fallait des fichiers de log pour qu'on pouvait faire tourner, archiver, etc. Aujourd'hui, on utilise des containers. Qu'est-ce qui est le plus simple? Qui monte des files, des volumes pour loguer sur des fichiers? Quasiment personne. On fait tout en console. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a changé avec le temps. J'ai parlé des agrégations de logs. Et donc après, au niveau architectural, une des questions fondamentales que vous allez devoir prendre, c'est est-ce que je vais avoir
un système qui pousse mes logs vers le système de log centralisé ou est-ce que je vais récupérer depuis le système de log centralisé les logs sur les différents serveurs. J'ai parlé des logs structurés et non structurés. Comment est-ce que je stocke mes logs? Combien de temps? Ça peut être un petit peu cher si vous utilisez certains providers externes. Et puis bien sûr, comment est-ce que vous allez chercher et l'afficher? Un petit panel, je pense que j'ai à peu près cité les plus gros acteurs du marché. Moi, j'ai plutôt familier avec la stack élastique, mais c'est parce que j'ai un certain âge. Il y en a aujourd'hui qui font aussi bien, voire mieux. On a parlé des métriques, on a parlé du logging, et maintenant on va s'intéresser à ce qui nous vraiment constitue le morceau le plus intéressant, c'est le tracing. Là encore, une magnifique description Wikipédia que je ne trouve pas vraiment intéressante. Donc j'ai pris la mienne, qui est sûrement inspirée de plein de choses que j'ai lues à droite et à gauche. Pour moi, le tracing, c'est suivre une requête métier à travers tous les composants de votre SI. Et ce n'est pas une problématique moderne. On voulait déjà faire ça il y a quelques temps. Les systèmes distribués ne sont pas apparus hier. Donc on a eu déjà des pionniers comme Jaeger ou Zipkin ou OpenTracing qui nous permettaient de faire ça. Le problème, c'est que chacun d'entre eux avait une manière de gérer la trace qui était propriétaire. Et donc, si vous êtes un architecte, un team lead, etc., et que votre société, pour une raison ou pour une autre, a choisi Zipkin ou Jaeger ou OpenTracing, vous devez trouver pour votre prochain besoin technique une librairie, un framework qui soit compatible avec le composant de tracing qui a été choisi. Il manque un standard. Donc bien sûr, quand on parle de standard, il y a le petit comic XKCD qui vient tous à l'esprit. Il y a 14 standards sur le marché. Nous allons créer un standard pour les gouverner tous. Et maintenant, il y a 15 standards. Donc il faut une organisation qui ait suffisamment de pouvoir pour pouvoir faire en sorte que le standard soit un vrai standard. Et on parle du W3C qui a quand même un certain historique, qui a une certaine légitimité. Et effectivement, ils sont arrivés avec un standard qui s'appelle le Trace Context Specification. Quelqu'un a déjà entendu parler de cette spec? Levez la main, s'il vous plaît. 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. OK. Qui l'a lu? OK. Alors, qui aime lire des specs? Je n'en fais pas partie, donc je ne lève pas ma main. Par contre, cette spec-là est assez digeste, voire même très digeste. Ça fait une quinzaine de pages. Et en gros, c'est très simple à lire. Je vais le résumer pour vous, mais tout se base sur un header HTTP. Tout est basé sur un header HTTP. La spec définit 2 concepts. Le concept de trace, et en gros, une trace, c'est une business request, une requête métier, qui passe à travers les différents composants de votre système d'information. Et un span, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un des composants. Donc, un span appartient à une trace. S'il se passe quelque chose, ça veut dire qu'il y a au moins un span par composant, mais il peut y avoir plusieurs spans dans un composant. Et les spans ont une relation parent-enfant. Donc ici, j'ai ma trace, de haut en bas. Donc j'ai 3 composants, X, Y et Z. Et j'ai 3 spans. Donc j'ai un span par composant, je pourrais en avoir plus. Le composant X n'a pas de parent. Le composant Y a comme parent X. Le composant Z a comme parent X. Et on peut voir ici ce qui se passe dans ce système-là. Conceptuellement, c'est bête comme chou. Arrive OpenTelemetry. OpenTelemetry implémente le Trace Context Specification, mais fait aussi beaucoup plus. Ici, on parle du tracing. OpenTelemetry fait les 3 piliers de l'observabilité. Donc, il fait aussi du logging, du métrique.
je ne m'arrêterai qu'aux distributed tracing. OpenTelemetry va vous offrir des librairies pour vous permettre d'instrumenter vos applications. Si vous êtes un petit peu ancien dans le métier, vous avez pu vous apercevoir que c'est un merge de OpenTracing, dont j'ai parlé juste avant, et de OpenCensus. C'est intéressant parce que je crois que c'est une des rares merges qui a fonctionné dans l'open source. C'est un projet CNCF, etc. Il a toutes les bonnes propriétés. J'ai tendance à le décrire aujourd'hui comme un trou noir qui va agréger toutes les technologies du marché. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, c'est cross-technologie. En gros, pour le tracing, OpenTelemetry va définir... Est-ce que j'ai un petit... Ah non, je n'ai pas un petit pointeur rouge. Va définir deux choses qui vont nous intéresser. Le protocole pour envoyer de l'OpenTelemetry et le format. Donc vous avez des sources d'OpenTelemetry. Si elles dialoguent dans le bon protocole et dans le bon format, elles vont pouvoir envoyer de la donnée à quelque chose qui s'appelle le OpenTelemetry Collector. Il faut faire attention à ce terme qui est un peu chargé. Un OpenTelemetry Collector, c'est juste une cible qui va pouvoir recevoir de la donnée OpenTelemetry. Mais OpenTelemetry vous fournit aussi un truc qui s'appelle un OpenTelemetry Collector, donc qui est capable de recevoir de la donnée au format OpenTelemetry. La seule différence, c'est que ce que vous fournit OpenTelemetry, c'est une façade vers votre back-end de stockage. Donc quand on parle de l'OpenTelemetry Collector, il faut faire attention. Si vous utilisez déjà Jaeger et Zimkin, aujourd'hui, ils peuvent être des OpenTelemetry Collector. L'avantage, c'est que si vous utilisez déjà l'un des deux, vous gardez votre infrastructure, vous ne changez rien. Vous changez juste, vous ouvrez un port, par exemple, sur Jaeger, et derrière, maintenant, vos composants vont pouvoir envoyer de les données au format OpenTelemetry à Jaeger. À partir de là, si vous voulez changer de back-end un jour, vu que vos applications, elles envoient de l'OpenTelemetry, vous avez juste à trouver un OpenTelemetry Collector différent, qui répond plus à vos besoins de stockage, de performance, de transformation, que sais-je, et ça se fait de manière naturelle. Donc, cette présentation est à destination des devs. Qui est développeur? OK, vous êtes au bon endroit, parce que pour l'instant, j'ai plutôt parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui DevOps, qui ne veut rien dire, mais c'est du DevOps. Donc maintenant, vous êtes développeur, vous dites « Ouais, OpenTelemetry, c'est trop cool, je vais pouvoir suivre mes requêtes métiers, je vais pouvoir dialoguer avec eux, leur montrer comment ça se passe bien ou pas bien, ça va m'aider à débugger. Comment est-ce qu'on fait ?» Ça commence maintenant, en fait, le talk. Deux manières d'aborder le sujet. Déjà, est-ce que votre stack technologique a un runtime? Par exemple, si vous utilisez Java, Kotlin, Scala, la JVM, c'est runtime. Python, il y a un runtime. Rust ou Go, il n'y a pas de runtime. Si vous avez un runtime, meilleure chose de faire, c'est l'auto-instrumentation. Et dans ce cas-là, vos développeurs n'ont pas à se préoccuper d'OpenTelemetry. Ils ne savent même pas qu'à la fin, il va y avoir de l'instrumentation. Ils continuent leur code, vous mettez de l'auto-instrumentation au runtime, et plus personne n'en entend parler, jusqu'à ce que vous collectiez les données. Si vous voulez plus d'informations ou de l'information qui est plus customisée, détaillée, etc., ou que vous êtes sur une technologie qui n'a pas de runtime, Rust, Go, alors il n'y a pas de choix. Vous allez devoir prendre comme dépendance les librairies OpenTelemetry et aller voir les développeurs, ou si vous êtes développeur, vous-même faire les calls nécessaires. Mon conseil, utilisez l'auto-instrumentation si vous pouvez, c'est quasiment gratuit. Vous mettez un collecteur OpenTelemetry dans un coin à la Shadow IT, vous dites rien à personne, vous collectez de la donnée, et une fois, quand vous avez un bug ou que vous avez intérêt à l'utiliser, vous l'utilisez, vous allez voir votre manager après en disant « ça marche bien ça ». Et là, après, vous avez du budget. Et une fois que vous avez du budget, vous pouvez l'industrialiser, etc. Mais vous pouvez le faire en Shadow IT sans aucun problème. J'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge sèche, c'est le moment de faire une démo. Alors, je suis DevRel, et généralement, quand on est DevRel, on fait des Hello World. Alors là, c'est un Hello World un petit peu spécifique. C'est un Hello World niveau
2. J'ai travaillé dans l'e-commerce, je trouve le use case super intéressant. Donc j'ai une architecture en microservices, même si je n'aime pas ça, et je pense que la plupart du temps, vous ne devriez pas en faire. Et donc, c'est pour l'implémentation d'une home page sur un shop d'e-commerce. Ça commence, je fais une requête à un API Gateway. L'API Gateway va forwarder la requête à mon catalogue. Le catalogue va dire, OK, je vais récupérer les produits disponibles pour afficher, par exemple, les 3 premiers sur ma page d'accueil, mais j'ai besoin aussi de connaître leur prix et j'ai besoin de connaître leur disponibilité. Pour avoir la disponibilité, je vais appeler un service en Rust Axum qui va forwarder la requête à un API Gateway interne qui, lui, est une façade sur des warehouses, des entrepôts. Donc, j'en ai un qui est aussi en Kotlin Spring Boot, mais lui, le warehouse, l'entrepôt, lui, il utilise GraalVM native. Donc, je ne peux pas utiliser de Java Agent. Mon catalogue, il va utiliser un Java Agent. Lui, il ne va pas utiliser de Java Agent. J'ai un composant Go, même si je déteste Go, au moins, il y a un composant Go. Il y a beaucoup de gens qui aiment Go. Ah, c'est trop bien, moi, j'aime pas, mais donc j'en ai mis un pour faire plaisir aux gens qui aiment le Go. J'ai du Ruby. Plus personne l'utilise, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai un beau composant Ruby. Pour avoir le pricing, j'ai un composant Python Flask. Derrière, tout stocke les données dans une base de données Postgres, mais dans des schémas différents. Et puis, j'ai du caching sur le pricing, donc j'ai mis Redis. Et comme, à force, j'avais toujours la question, oui, mais tout fonctionne avec un header HTTP. Comment on fait quand on veut faire du Kafka ou du MQ Series? En gros, comment on fait de l'asynchrone? J'ai rajouté un truc asynchrone. Donc, quand je vais aller taper dans mon catalogue, je vais prétendre que je fais de l'analytics, je vais envoyer de la data dans ma queue. J'ai une petite queue... Oubliez ma dernière phrase. J'ai une queue MQTT, qui n'est pas petite du tout. Et je vais la lire, donc je vais souscrire à cette queue via une application Node.js. En fonction de votre appétence pour l'une ou l'autre des stacks, je vais pouvoir la détailler. Donc, je suis plutôt à l'aise sur le Java et le Python, je suis un peu moins à l'aise sur le reste, mais on va voir. Donc, normalement, je ne suis pas sur master, j'ai 3 étapes, donc on recompose, hop. Je vais démarrer mon petit Docker, et pendant ce temps, je vais vous décrire mon compose. Je vais utiliser Jaeger pour mon OpenTelemetry Collector, pour la simple et bonne raison qu'en fait, la configuration, c'est une variable d'environnement. Donc, c'est assez simple, j'aime beaucoup. J'aime ce qui est simple. API 6, c'est mon API Gateway. Le catalogue, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une application Kotlin Spring Boot normale que je vais instrumenter avec le Java Agent. Pricing, c'est Flask Python. Inventory, c'est Rust. Donc, j'ai un API Gateway interne pour vous montrer qu'un API Gateway, vous pouvez en avoir plusieurs couches. Les warehouses, celle-là qui est en Go, celle-là qui est en Spring Boot Kotlin, mais j'utilise GraalVM pour, à la fin, ne pas avoir JVM, avoir du code natif directement. Le Japon, c'est du Ruby, et Postgres et Redis. OK? Donc maintenant, ce que je vais faire une petite requête curl. Curl localhost 9080/products/1. On s'en fout du résultat. Et derrière, je peux aller ici, localhost aussi. Et là, sous vos yeux ébahis, j'ai bien une trace, j'ai tous mes composants, et j'ai et vous voyez exactement comment ça fonctionne donc. Ce que je vous ai décrit de manière statique, en ayant tout dans la tête avec mon beau diagramme UML, ici on a un diagramme de séquence, si je peux le dire. Donc vous avez ici l'API Gateway qui est le point d'entrée. Derrière, il forward ça à mon catalogue. Le catalogue, derrière, a des spans internes. On peut voir que j'utilise Postgres, donc derrière, j'ai une instrumentation de Postgres. Lui-même, le catalogue va faire une requête GET qui va appeler l'inventory. Je vais avoir 2 spans à l'intérieur de l'inventory, blablabla. Et derrière, ici, le set, c'est pour Redis. Je vais mettre des choses en cache. Je vais mettre le pricing en cache.
Comment ça fonctionne? Je vais commencer par Java, si vous voulez bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui font Java. Ouais, ça vous va? Alors quand je dis Java, c'est un écart de langage. Je vais vous montrer la JVM parce que moi, je préfère Kotlin. Mais ça ne devrait pas changer la face du monde. Voici mes dépendances. Donc, j'ai beaucoup d'opinions et je pense que Gradle, c'est une grosse... Donc, j'utilise Maven. Alors là, je ne sais pas si c'est parce que je suis vieux ou que j'ai de l'expérience, mais j'utilise Maven. Et vous voyez qu'ici, je n'ai aucune dépendance envers OpenTelemetry. Aucune, rien du tout. Zéro, nada. Exceptionnel, non? Et pourtant, mon catalogue participe à la création de la trace. Comment se fait-ce? Donc normalement, on va donner des paramètres au runtime, mais ici j'utilise des images Docker, donc c'est du build time. Alors, qui n'est pas familier avec le multistage build Docker? OK, quelques mains. Donc, multistage build, ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir un Dockerfile avec un from et le résultat, vous allez avoir plusieurs from. Et derrière, l'image finale, ça va être celle du dernier from. Et vous pouvez, dans n'importe quelle étape, copier, comme vous pouvez normalement copier n'importe quel fichier local ou quelle URL, vous allez pouvoir copier dans votre image des fichiers de l'étape précédente. Donc ici, ma première étape, j'utilise un JDK pour compiler. Et dans ma deuxième étape, je n'ai pas besoin d'un JDK pour runner. Non seulement j'en ai pas besoin, mais c'est mieux. Je vais utiliser un JRE et je vais récupérer le résultat de mon build dedans. Et là, c'est là où vous voyez la magie de OpenTelemetry. Je vais récupérer l'OpenTelemetry Agent de GitHub. Et derrière, quand je lance mon application, je la lance avec cet agent. Résultat, c'est magique. Et c'est là ce que je vous disais, c'est-à-dire que les développeurs n'ont pas à se préoccuper d'OpenTelemetry. Qui est intéressé par la stack Python? OK, c'est cool. Python, donc c'est le pricing. C'est étrangement similaire, c'est-à-dire que je ne définis aucune dépendance OpenTelemetry. Par contre, dans mon run et ici dans mon build, je vais installer je vais installer OpenTelemetry, je vais installer mes dépendances que j'ai définies dans mon TOML, et derrière, après, j'ai une super commande magique qui me permet d'installer toutes les dépendances OpenTelemetry, donc il va sniffer les dépendances de mon projet, et il va voir s'il y en a qui ont des équivalents OpenTelemetry. Et donc ici, c'est le cas. Il utilise Flask. Je crois qu'il va aussi, il voit que j'utilise de Postgres, et donc il va me récupérer les bonnes dépendances. Que je ne vous dise pas de bêtises. Le pricing, pardon, oui. Ici, j'ai une connexion à Postgres. Et dans mon code, je n'ai aucune. Forcément, j'ai pas les dépendances, mais j'ai aucun import Postgres ou etc. Magique. Alors, les plus expérimentés d'entre vous me diront « Ouais, mais comment ça se fait ?» Puisque mon Warehouse Europe, il utilise aussi Kotlin et Spring Boot, mais GraalVM. Et de fait, quand on utilise GraalVM, on ne peut pas utiliser de Java Agent. Alors là, malheureusement, c'est très différent. Parce que là, je suis obligé, dans mes dépendances, c'est bien le bon, ouais, elles sont mes dépendances. Voilà, elles sont là. Là, je suis obligé d'utiliser la manière nominale de Spring Boot pour faire du tracing. Dans l'exemple précédent, je n'utilisais pas de tracing du tout, et j'utilisais l'agent, et l'agent, il est suffisamment intelligent pour comprendre le Spring Boot, pour comprendre le Quarkus, pour comprendre le Micronaut, pour comprendre les drivers X, Y ou Z, les drivers Redis, etc. Là, par contre, malheureusement, je suis obligé d'utiliser la méthode nominale Spring Boot. Donc, il y a une dépendance qui s'appelle MicroMethod Tracing. Après, je suis obligé de la configurer pour utiliser OpenTelemetry parce que je crois que par défaut, c'est Brave. Et derrière, quand je build, ça va ressembler très nettement à ce que je faisais sur un JDK normal, mais je vais utiliser
le build natif. Donc ça va me donner un exécutable natif. Et derrière, je vais utiliser, si je suis courageux, Scratch. Comme je ne suis pas courageux, j'utilise une image qui est quand même très très réduite, qui est BusyBox. Et donc là, j'exécute un exécutable natif. Et j'ai le même résultat que sur ma JVM avec du bytecode. C'est pas mal. Il me reste 20 minutes. Est-ce que quelqu'un veut voir un autre composant où je continue pour avoir des Rust? Ça, c'est un beau maître de cérémonie. Mais par contre, quelqu'un d'autre veut voir Rust? OK. Ça fait plaisir. Donc là, malheureusement, pas de runtime, pardon. Donc mon TOML, il doit prendre en compte OpenTelemetry, Tracing, Tracing OpenTelemetry. Et parce que j'utilise Axum, il doit utiliser les librairies parce que je n'ai pas envie de tout écrire à la main. C'est hyper fragile. Ces deux librairies, donc j'ai cette présentation depuis, je crois, un an et demi, ces deux librairies, à chaque fois, j'ai des problèmes quand je les upgrade. Donc là, par exemple, j'ai essayé de les upgrader en 19, ça ne marche plus. Et comme je suis un peu feignant, je n'ai pas regardé pourquoi. Donc, ce n'est pas encore sec à ce niveau-là. Par contre, ça me permet, dans mon code, d'écrire ce type de choses. Donc ici, je suis capable, quand je crée mon routeur, parce que j'ai ces dépendances-là, d'ajouter deux Tower Services, le Hotel in Response Layer et le Hotel Axum Layer, et derrière, quand je crée ma route, j'ai plus rien d'OpenTelemetry. Donc, je suis quand même obligé de prendre en compte la dépendance OpenTelemetry, et en fonction du framework, de la librairie, de machin, bah, soit j'ai quelque chose qui me permet de faire un agent, d'accord, au niveau interne, soit j'ai rien et je fais tout à la main. Donc ici, bah, j'ai et je ne fais pas tout à la main. Ceci est bel et bien bon, mais maintenant, imaginons qu'on est sur la JVM avec notre runtime, ou on est sur Python avec du runtime, et on dit « Ah oui, mais on aimerait bien pouvoir customiser, parce que là, c'est bien beau, mais on veut plus d'informations. » Donc je vais arrêter ça, et je vais, parce que je ne vais pas déconner, je ne vais pas faire du live coding. Non, pas down, sinon ça va tout foutre la grouille. Hop. Donc je vais modifier maintenant pour, sur la JVM et sur Python, pouvoir rajouter de la data supplémentaire. Je vais refaire mon petit curl. Je reviens ici, je fais un search. Je fais un search. Voilà. Ça prend un petit peu de temps parfois. OK. Donc en fait, chaque span, par défaut, on peut lui ajouter des paires clés-valeurs. Elles en ont par défaut, donc là, je n'ai rien fait de spécifique. Et on peut en rajouter nous-mêmes. Comment est-ce qu'on fait? Donc, sur la JVM, on peut commencer par ajouter des annotations. Donc ici, j'ai rajouté une dépendance pour pouvoir rajouter des annotations moi-même. Comment ça fonctionne? Par défaut, ces méthodes, enfin alors c'est du Kotlin, donc on devrait dire des fonctions, ces fonctions n'étaient pas instrumentées. Mais avec cette annotation withSpan, maintenant, elles deviennent instrumentées. Donc on devrait trouver product, parce que je demande un produit spécifique, et fetch product details. Je peux aussi overrider le nom qui est affiché du span. Donc là, je trouve que le nom il est trop long. Par défaut, c'est nom non qualifié de la classe plus nom de la fonction méthode, mais ici, je peux l'overrider pour mettre ce que je veux. Donc normalement, je devrais avoir un productHandler.product et un productHandler.fetch. Donc je dois ici avoir un product et un fetch. Donc ouais, c'est un peu petit, je suis désolé, mais faites-moi confiance. Tout est disponible sur GitHub. Si vous voulez le faire chez vous, de toute manière, vous pouvez vérifier. Je peux essayer de le faire un peu plus gros. Ça va mieux comme ça? Ouais. Ouais. Voilà.
Vous pouvez aussi vous-même rajouter des paires clés-valeurs. Donc ici, par exemple, je rajoute comme paire clé-valeur, imaginons que j'ai un bug, le pricing n'est pas celui du produit que j'attends. Je vais pouvoir faire, ici, rajouter le product ID. Donc ici, normalement, quand j'envoie le fetch, je vais pouvoir rajouter un product ID, et ici, il me dit 1. Si, bien sûr, on va quand même vérifier que je n'ai pas des bugs à tous les étages. Donc normalement, je reviens ici, je fais un search. Ah, l'écran est trop petit. Hop. Je suis où? Fetch. Product ID 2. Donc c'est bon, c'est plutôt bon. Imaginons que le pricing ne soit pas le bon. Ce que je vais faire, dans mon Python, je vais faire la même chose. Je vais customiser ça. Donc là, par contre, je vais rajouter la dépendance de manière explicite. Maintenant, mes devs ils vont travailler un petit peu. Et ici, je crée... Donc là, ce n'est pas de la notation, là, c'est à la main. Je crée un span avec l'API. C'est le nom de la requête JDBC SQL. Et derrière, je rajoute la paire non-valeur que je veux. Donc on peut vérifier maintenant si le bug que j'ai était là, si dans le pricing, j'ai bien le product ID 2. Ah, je ne l'ai pas ici. Il n'est pas là. Il doit être ici. Il est ici, pardon. Product ID 2. Oui, c'est bon. Donc si j'ai un bug, c'est pas là. Le product ID qui est envoyé par le catalogue, c'est bien le product ID qui est reçu par le pricing. Donc il faut aller chercher plus loin. C'est pas mal jusque-là. J'ai 14 minutes et du coup, on va s'intéresser aux problèmes qui vous préoccupent tous depuis le début de ce talk. Quid des messages asynchrones? Non, ce n'était pas le problème qui vous occupait. Je suis vraiment désolé. Je vais quand même y répondre, même si ça ne vous occupait pas, parce que sinon, je ne sais plus quoi dire. Donc, j'ai rajouté un composant. Up, down, up. Et ce composant, dans mon architecture, c'est une queue MQ qui s'appelle Mosquito. Normalement, c'est fait pour faire de l'AEOT, mais comme ça, c'est hyper bien. Et j'ai un composant d'analytics qui va permettre de lire cette queue et de récupérer de la data. Dans mon catalogue, je vais créer cette data et je vais la créer de la manière suivante. Donc maintenant, je suis obligé, dans mon POM, non seulement d'avoir de l'instrumentation parce que j'instrumente des trucs, mais je suis obligé de manipuler l'API OpenTelemetry. Donc je vous rappelle, OpenTelemetry, ça fonctionne uniquement à cause d'une entête HTTP. Et forcément, une entête HTTP, ça ne passe pas dans les messages MQ, ou dans les queues Kafka, ou dans ce que vous utilisez. Donc là, je vais devoir tout faire à la main, comme un grand, mais ce n'est pas vraiment un problème. Donc ici, j'ai ma route. Elle est où, ma route? Elle est là. Donc j'ai un filter. Ce filter, à chaque fois que je vais recevoir une requête, il va rentrer en jeu. Donc ici, je vais lui injecter l'instance globale de OpenTelemetry qui est à disposition. Non, ce n'est pas ça que je veux voir, c'est le Analytics Filter. C'est un peu petit là. Ouh, c'est petit. OK. Donc ce filter, il va créer un tracer. Il va se connecter à la QMQ s'il en a besoin, blablabla. Et à partir du tracer, il va créer lui-même un span. Donc là, maintenant, première étape, je ne gère rien, c'est de l'auto-instrumentation. Deuxième étape, je rajoute une annotation, et donc une annotation, je vais devoir la mettre au niveau de la méthode. Ici, je peux faire ce que je veux, j'ai l'intégralité de l'API qui est mise à ma disposition, et donc, manuellement, je vais créer un span. Donc, je rappelle, un span a un parent. Donc, derrière, je dis que le span que je suis en train de créer là, il aura comme parent le span actuel. Et puis, je le démarre. Bien sûr, quand on le démarre, il ne faut surtout pas oublier de le fermer, parce que sinon, il n'y a jamais rien qui va arriver. J'ai de la métadonnée qui n'est pas très intéressante, les paramètres de connexion, et je vais créer un message. Et derrière, ce message... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, dans ce message, voilà, je peux, comme ça, je vais recréer à la main le header HTTP. Donc ça, c'est dans la spec. Un header HTTP de OpenTelemetry, il y a 00-
le trace ID, tiret, le span ID, tiret, et des flags. Je crois que je ne les ai jamais utilisés dans ma vie, mais voilà. Donc je le reconstruis. Et puis, quand je vais créer mon message MQ, je vais pouvoir, il y a deux solutions. Soit vous êtes sur une version récente de MQ, enfin votre infrastructure est récente, vous allez pouvoir rajouter de la métadonnée, soit c'est pas récent, et dans ce cas-là, ces informations-là, elles vont faire partie du payload que vous allez envoyer. À la fin, avoir de la métadata, c'est un peu plus propre, mais pour vous, ça ne change pas votre vie. Et donc, après, j'envoie mon payload directement en tant que JSON, avec sa metadata, dans ma QMQ. Et de l'autre côté, j'ai mon magnifique truc Node.js. Ceci est la première application Node.js que j'ai fait de ma vie, donc je vous demande un petit peu d'indulgence. Il y a des experts Node.js ici? Que je ne sois pas jugé. Donc c'est du TypeScript parce que j'aime bien les types. En gros, ce qui nous intéresse, donc ça c'est du client on. Quand je reçois un message, je fais ci, je fais ça. Ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, on message. Je vérifie si c'est sur le bon topic. Je vais récupérer le payload, donc la data en elle-même, qui dans le cadre de ce talk, on s'en fout complètement. Par contre, je vais récupérer les user properties, donc la metadata que j'ai stockée, je vais la récupérer. Donc je vais récupérer le header, qui n'est plus un header HTTP, qui est juste le header, d'accord? Et derrière, à partir de ça, je reconstruis un contexte OpenTelemetry à partir de ce header. Après, je construis un span manuellement, et je ne fais rien à la fin, puisque de toute façon, j'ai rien à faire, et je le termine. Et voilà. Et ça nous donne la chose suivante. 3. Il faut changer de temps en temps. Hop. Donc, je vais rafraîchir parce que je ne suis jamais sûr que ça fonctionne. Et là, vous voyez que sous vos yeux ébahis, j'ai bien mon filter, donc il a bien créé un span, et j'ai mon analytics qui participe à la trace. Donc, manuellement, j'ai fait ce qu'en fait, les librairies OpenTelemetry font pour vous, extraire le header HTTP et le propager dans la prochaine requête HTTP. J'ai extrait le header HTTP à la main, je l'ai stocké en metadata, je reconstruis un contexte OpenTelemetry de l'autre côté. Ce que je vous montre là, c'est waouh, c'est pas toujours une excellente idée. Imaginons la chose suivante. Pour une raison X ou Y, Docker compose stop analytics, votre composant qui souscrit, il est arrêté. C'est pas très grave, hein. Je peux refaire une requête. OK? C'est pas très grave, il n'y a juste pas d'analytics ici. Et ma requête, ma trace, elle est magnifique. Maintenant, je redémarre le composant. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Donc c'est la même trace. Allez, sois sympa. Voilà. Bah, c'est écrasé. Parce que les temps d'exécution sont millisecondes, et entre le moment où j'ai arrêté le composant et le moment où je l'ai redémarré, il s'est passé des secondes. Donc on a bien ici le analytics, et ici on a toutes nos traces, tous nos spans là qui sont bien écrasés, et c'est incompréhensible. Donc je ne dis pas que c'est une bonne idée de tracer les requêtes asynchrones, mais si vous en avez besoin, vous avez toujours cette possibilité. Ce qui est aussi possible, c'est qu'en fonction de votre front-end de tracing, ici Jaeger, vous pouvez dire « Ah bah celui-là, il ne m'intéresse pas », et donc il va redimensionner l'échelle, et dans ce cas-là, vous avez résolu votre problème. Mais là, ça nous emmène beaucoup trop loin. Je pense que je suis arrivé au bout de ce talk, et il reste les choses les plus intéressantes, c'est-à-dire moi. Donc vous pouvez me suivre. Je suis présentement dans le besoin, au chômage.
Donc si vous voulez m'embaucher, il n'y a aucun problème. Et juste si vous voulez me suivre sur Twitter, Mastodon ou Blue Sky, et surtout de manière vachement plus... Pardon, mais de manière beaucoup plus intéressante, tout est sur GitHub. Donc vous pouvez récupérer la démo sur le GitHub et la faire chez vous. Il y a deux manières de faire. Soit vous construisez les images depuis le départ. Donc c'est un Docker Compose. Et là, vous avez des images qui sont taguées, mais il faut les avoir construites avant. Ce n'est pas un problème. Je crois que j'ai un truc, ça s'appelle build.sh, qui permet de le faire pour vous. Ou, si vous voulez juste le faire à la volée, vous avez le Docker Compose Build. Par contre, n'oubliez pas qu'au milieu, vous avez un GraalVM native qui va vous prendre bien 5 à 10 minutes en fonction de votre machine pour le créer. Voilou, voilou. Et bien maintenant, nous avons 5 minutes 35 pour des questions. Merci.